Je suis allé à la ferme de mes parents pour faire une surprise à ma mère pour son anniversaire. Mais quand j'ai vu la voiture de mon mari cachée derrière la grange, et que j'ai entendu ma mère pleurer à l'intérieur, j'ai réalisé que cette réunion de famille allait être très différente. Le crissement du gravier sous les pneus du SUV de Bette Sanders était un son qui, d'habitude, signalait le soulagement. C'était la signature sonore du foyer, de la ferme de la famille Dunn dans l'Ohio rural, là où l'horizon était assez vaste pour engloutir la claustrophobie de sa vie citadine. Aujourd'hui, cependant, ce bruit semblait intrusif, comme une toux dans une bibliothèque. C'était vendredi après-midi, un peu après 16 heures. Le soleil de fin octobre entamait déjà sa descente, projetant de longues ombres violacées sur les champs de maïs récoltés. Bette avait quitté Columbus 3 heures plus tôt, séchant une réunion client et ignorant 2 appels de son patron, tout cela pour faire une surprise à sa mère, Carol, pour son 64e anniversaire. Sur la banquette arrière, trônait un bouquet de lys coûteux et une boîte de chocolats artisanaux, de petits symboles de culpabilité pour une fille qui n'avait pas rendu visite au sien depuis 6 mois. Elle se gara près de la maison, une structure en clin blanc qui avait été repeinte tant de fois que le grain du bois s'était perdu sous les couches. La ferme était calme, trop calme. Son père, Richard, aurait dû être sur le porche dans son fauteuil roulant à cette heure-ci, surveillant la route, mais le porche était vide. Bette sortit, étirant son dos raide. L'air sentait les feuilles séchées et la terre humide. Elle se pencha vers l'arrière pour attraper son sac, mais s'arrêta net. Quelque chose attira son regard près du hangar à machines, un grand bâtiment en tôle ondulée rouillée situé à environ 50 mètres de la maison principale. Il y avait une forme derrière l'ancienne baille du tracteur. Elle était recouverte d'une bâche en polyéthylène bleu, lestée par des parpaings. La bâche était neuve. Ce bleu vif jurait violemment avec les bruns et les gris sourds de la ferme. La curiosité la piqua. Son père n'avait pas acheté de nouvel équipement depuis des années. Pas depuis que l'AVC avait emporté son côté droit et sa parole, 18 mois plus tôt, et sa mère n'achetait certainement pas de machine. Bette abandonna son sac et marcha vers le hangar. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans le sol mou. En s'approchant, elle reconnut la silhouette. Ce n'était pas un tracteur. C'était bas, élégant, et distinctement urbain. Une soudaine rafale de vent souleva le coin de la bâche, révélant un éclair de peinture argentée métallique et une jante en alliage distinct. Bette se figea. Elle connaissait cette jante. Elle connaissait les gratinures sur le pare-choc juste au-dessus. Une cicatrice laissée par un pilier de parking dans le centre-ville de Columbus. C'était la voiture de Michael, la berline argentée de son mari. Un œuf froid se forma dans son estomac. Michael était à Chicago. Il s'était envolé hier matin pour une conférence critique avec des investisseurs potentiels pour sa société d'immobilier commercial. Elle avait fait sa valise. Elle l'avait conduit à l'aéroport. Elle l'avait embrassé pour lui dire au revoir sur le trottoir du terminal. Pourquoi sa voiture était-elle ici, à 3 heures au sud de l'endroit où elle aurait dû être, cachée derrière la grange de ses parents sous une bâche? Elle tendit la main et toucha le capot à travers le plastique. Il était froid, mais le cliquetis du moteur qui refroidit s'était arrêté depuis longtemps. Il était là depuis des heures. Bette se tourna vers la maison, son cœur martelant un rythme frénétique contre ses côtes. La surprise était gâchée, mais cette déception fut rapidement remplacée par une terreur rampante. Ce n'était pas une visite surprise de sa part. Si Michael avait voulu surprendre Carol, il se serait garé dans l'allée. Il serait à l'intérieur en train de boire du café, pas en train de cacher son véhicule comme de la contrebande. Elle se déplaça rapidement à présent, non pas vers la porte d'entrée, mais en contournant le côté de la maison, restant près des lilas envahissants. Elle se sentait ridicule, rôdant autour de sa maison d'enfance comme un cambrioleur, mais son instinct lui disait de rester invisible. Elle atteignit le porche latéral où la fenêtre de la cuisine était entr'ouverte de quelques centimètres pour laisser sortir la chaleur du four. Elle pouvait sentir l'odeur du poulet rôti. Et elle pouvait entendre des voix. Ça doit juste être lisible, Carol. Ça n'a pas besoin d'être parfait. La voix était inconfondable. C'était Michael. Mais le ton était faux. Il manquait le charme lisse et jovial qu'il utilisait lors des dîners. C'était bas, plat, et dur. Je ne peux pas. La voix de sa mère tremblait. C'était un son que Bette n'avait pas entendu depuis la nuit où le médecin avait expliqué la gravité de l'AVC de Richard. Michael, regarde-le. Il est confus. Il ne sait pas ce que c'est.
Beth pressa son dos contre le bardage, fermant les yeux. Il sait exactement ce que c'est, dit Michael, sa voix descendant d'une octave, devenant un ronronnement apaisant, mais empoisonné. Richard est là-dedans, n'est-ce pas, Dick? Tu sais que nous devons arranger ça pour Carol. Si tu ne signes pas, ils prennent tout. La banque prend la maison, la terre, tout. Carol finira dans un foyer géré par l'État. C'est ce que tu veux? Il y eut un silence, suivi d'un grognement sourd et frustré. Le bruit que faisait son père quand l'aphasie bloquait les mots dans sa gorge. Tu vois, dit Michael, il veut signer. Mets le stylo dans sa main, Carol. Guide-la. Ce n'est pas illégal s'il peut consentir. Aide-le juste à faire la marque. Je tremble, sanglota doucement Carol. Je ne peux pas le faire. Tu dois le faire. Claqua Michael, sa patience s'évaporant. J'ai le notaire qui vient demain à midi. Si ce n'est pas prêt à être tamponné, nous sommes finis. Tu comprends? Fini. Les mains de Beth tremblaient. Elle baissa les yeux vers son alliance, le diamant scintillant dans la lumière déclinante. Son mari n'était pas à Chicago. Il était dans la cuisine de sa mère, intimidant un homme handicapé et une femme terrifiée pour leur faire signer des documents qu'elle ne pouvait pas voir. Elle voulait défoncer la porte, hurler, exiger des réponses. Mais la peur dans la voix de sa mère l'arrêta. Si tu ne signes pas, ils prennent tout. Ce n'était pas juste une visite. C'était un braquage. Beth s'écarta du mur, l'esprit s'emballant. Si elle entrait maintenant, Michael retournerait la situation. C'était un maître négociateur. Il prétendrait qu'il essayait d'aider, que c'était un malentendu, et que c'était elle l'hystérique. Il la manipulerait jusqu'à ce qu'elle s'excuse de l'avoir surpris. Non, elle devait savoir exactement ce qu'il se passait avant de dévoiler son jeu. Elle devait comprendre ce que tout cela signifiait. Elle prit une profonde inspiration, lissa ses cheveux ébouriffés par le vent, et retourna à sa voiture. Elle ouvrit la portière conducteur et la claqua violemment. Elle attendit 5 secondes, puis la claqua à nouveau. « Maman, papa » appela-t-elle, sa voix montant dans un enjouement forcé qui avait un goût de cendre dans sa bouche. Surprise. Elle marcha vers le porche avant, ses bottes faisant un bruit sourd sur les marches en bois. À l'intérieur, elle entendit le remue-ménage des chaises, le bruissement frénétique de papier, et le silence soudain et lourd des secrets que l'on fourre dans les tiroirs. Beth ouvrit la porte et entra dans le piège, souriante. La cuisine était chaude, sentant le romarin et le poulet rôti, un mensonge sensoriel qui couvrait la tension vibrant dans l'air. Quand Beth entra, la scène était presque parfaitement mise en scène, presque normale si l'on ne regardait pas de trop près. Carol était à la cuisinière, le dos tourné à la porte, remuant une casserole de sauce avec des mouvements saccadés et frénétiques. Richard était assis dans son fauteuil roulant au bout de la table, sa main gauche valide agrippant la coudoir si fort que ses articulations étaient blanches. Il semblait pâle, ses yeux dartant de la fenêtre à la table, puis revenant sur ses genoux. Et il y avait Michael. Il était appuyé contre le comptoir, un verre de thé glacé à la main, portant une chemise en flanelle que Beth n'avait jamais vue auparavant, un costume d'accessibilité rustique. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent pendant une fraction de seconde, une lueur de panique authentique avant que le masque ne retombe en place. « Beth !» s'exclama-t-il, se décollant du comptoir et traversant la pièce en 3 grandes enjambées. Il l'enveloppa dans une étreinte qui ressemblait plus à une contention qu'à une accolade. Il sentait la sueur et le vieux café, pas l'eau de Cologne coûteuse qu'il portait habituellement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais que tu travaillais tard. » Beth resta rigide dans ses bras, ses mains pendantes le long de son corps. Elle se força à lui tapoter le dos 2 fois avant de se dégager. « C'est l'anniversaire de maman, Michael, » dit-elle en observant son visage. « Je t'ai dit mardi que je pourrais descendre. Tu te souviens ? » « Ah, oui, bien sûr, » rit Michael, d'un son creux. Il passa une main dans ses cheveux. « J'ai dû oublier avec toute la préparation pour tout ça. Mon Dieu, regarde-toi. C'est génial de te voir. Je croyais que tu étais à Chicago, dit Beth. Elle garda sa voix légère, décontractée. Elle passa devant lui pour aller à la table et embrassa le front de son père. Richard leva les yeux vers elle, les yeux humides. Il essaya de parler, sa bouche formant des formes, mais tout ce qui sortit fut un écho guttural et frustré. Chut, papa. C'est bon,
murmura-t-elle en serrant son épaule. Elle se retourna vers Michael. La conférence, les investisseurs ont annulé, mentit Michael avec fluidité. Il ne s'y a même pas. Dernière minute. Le vol a été cloué au sol à cause de la météo. Et puis le gars principal s'est retiré. Je me suis dit que puisque j'avais le week-end de libre, je viendrais surprendre Carol. Réparer cette fuite dans le toit de la grange qui l'inquiétait. C'était gentil de ta part, dit Beth, ses yeux le perçant. Je n'ai pas vu ta voiture dans l'allée. La cuisine devint silencieuse comme une tombe. La cuillère dans la casserole de Carol cliqueta contre le bord en métal. Oh, dit Michael, son sourire se crispant au coin. Ouais. L'alternateur a commencé à faire des siennes à environ 15 km d'ici. Je l'ai à peine ramenée. Je l'ai garée à l'arrière pour qu'elle ne gêne pas. Je ne voulais pas encombrer la vue pour Richard. Il tendit la main et pressa son bras. Tu as l'air fatigué, chérie. Longue route. Pas aussi longue que la tienne, riposta-t-elle. Carol se retourna enfin. Son visage était gris, les lignes autour de sa bouche gravées profondément par l'anxiété. Elle s'essuya les mains sur son tablier, évitant le regard de Beth. Bethany, je ne t'attendais pas. Nous n'avons pas assez de pommes de terre. C'est bon, maman, dit Beth. Je n'ai pas faim. Ils passèrent à table 10 minutes plus tard. C'était un exercice de torture. Les seuls sons étaient le raclement des couverts et le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Michael faisait toute la conversation. Il monologuait sur la météo, le prix local du maïs, l'état de l'économie, n'importe quoi pour combler le vide. Alors Beth coupa la parole, interrompant la diatribe de Michael sur les taux d'intérêt. Comment vont les affaires, vraiment? Tu semblais stressé la semaine dernière. Michael s'arrêta, une fourchette pleine de poulet à mi-chemin de sa bouche. Les affaires vont bien, c'est volatile. Tu sais comment est l'immobilier, mais on pivote, on regarde des opportunités de développement rural. En fait. Développement rural? Répéta Beth. Comme des fermes? Carol lâcha sa fourchette. Elle heurta l'assiette avec un claquement sec. J'ai besoin de plus d'eau, murmura-t-elle, se levant si brusquement qu'elle faillit renverser sa chaise. Assieds-toi, Carol, dit Michael. Ce n'était pas une suggestion. C'était doux, mais l'ordre claqua dans la pièce comme un fouet. Carol se figea. Elle regarda Michael, puis Beth. Ses yeux étaient suppliants, terrifiés. Elle se rassit lentement dans sa chaise. Beth regarda le poignet de sa mère alors qu'elle le reposait sur la table. Là, juste sous le poignet de son gilet, se trouvait une légère décoloration rouge. Un bleu, des empreintes digitales. Beth ressentit une vague de nausée. Elle regarda Michael, le regarda vraiment. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé il y a 5 ans. Cet homme-là était ambitieux, oui, mais gentil. Cet homme-ci était émacié. Ses yeux étaient injectés de sang. Il vibrait d'une énergie maniaque qui la terrifiait. Il se passe quelque chose, demanda Beth, posant ses mains sur la table. Maman, tu trembles. Elle est juste émotive, répondit Michael à sa place. Il tendit la main et couvrit celle de Carol avec la sienne. Carol tressaillit. C'est son anniversaire. Avoir toute la famille réunie. C'est beaucoup, n'est-ce pas, Carol? Oui, murmura Carol, fixant la nappe. C'est juste beaucoup. Beth regarda le réfrigérateur. D'habitude, il était couvert d'aimants et de photos des petits-enfants. Aujourd'hui, la façade était vide, mais sur le dessus du frigo, poussé vers le mur, se trouvait une épaisse pile d'enveloppes manille. Elles avaient l'air officielles. Légales. Michael suivit son regard. Il se leva brusquement. Qui veut du gâteau? Annonça-t-il, sa voix tonitruante. J'ai acheté un gâteau au chocolat à l'épicerie en ville. Faisons monter le sucre. Il se déplaça entre Beth et le réfrigérateur, utilisant son corps comme un bouclier. Je vais le chercher, dit Michael en ouvrant la porte du garde-manger, détournant la conversation des documents. Beth se rassit, le cœur battant la chamade. Il la bloquait. Il était terrifié par ce qu'il y avait dans ses papiers. Elle regarda son père. Richard la fixait, ses yeux intenses et lucides. Il leva sa main valide et tapa son doigt sur la table. Une fois, 2 fois,
3 fois. Tap, tap, tap. C'était leur vieux code de quand elle était enfant et jouait à cache-cache. 3 coups signifiaient le danger. 3 coups signifiaient le cours. Beth força un sourire, prenant son verre de vin. Le gâteau a l'air génial, Michael. Elle ne fuyait pas. Pas encore. La ferme s'installa dans le silence inquiet de la nuit campagnarde. Le vent faisait trembler le carreau desserré de la fenêtre de la chambre d'amis, un son que Beth avait entendu 1000 fois en dormant enfant. Mais ce soir, cela ressemblait à quelqu'un essayant d'entrer par effraction. Il était 23h30. Michael dormait sur le canapé-lit du salon. Il avait insisté pour donner à Beth son ancienne chambre à l'étage tandis qu'il se sacrifiait pour son mauvais dos en bas. C'était un autre mensonge. Il voulait rester en bas pour garder la porte d'entrée, pour garder les papiers. Beth était assise sur le bord de son lit d'enfance, tout habillée. Elle écoutait depuis 1 heure, attendant que le rythme de sa respiration s'approfondisse pour atteindre la cadence lourde et ronflante du sommeil profond. Enfin, la maison fut immobile. Elle ouvrit sa porte, sautant la 3e marche qui craquait toujours, et descendit dans l'obscurité. Le clair de lune se déversait à travers les voilages, illuminant le salon de teintes fantomatiques de bleu. Michael formait une masse sous la couette, tournée vers le dossier du canapé. Elle avait besoin de voir les papiers sur le frigo. Elle se glissa dans la cuisine, ses chaussettes glissant silencieusement sur le linoléum. Elle tendit la main vers le haut du réfrigérateur. Rien. Ses mains balayèrent la surface métallique poussiéreuse. La pile d'enveloppes avait disparu. La panique s'embrasa dans sa poitrine. Elle scanna la cuisine. La poubelle. Les tiroirs. Non, Michael ne les laisserait pas là où Carol pourrait les trouver. Il les garderait près de lui. Elle regarda vers le salon. Sa sacoche en cuir n'était pas près du canapé. Elle se souvint de la voiture. La façon dont il l'avait cachée. La façon dont il avait menti sur l'alternateur. Si les papiers n'étaient pas ici, ils étaient dans la voiture. Beth se dirigea vers le vestibule. La veste de Michael était accrochée au porte-manteau. Elle retint son souffle, plongeant la main dans la poche. Ses doigts effleurèrent des peluches, un reçu, et puis du métal froid. Ses clés. Elle les serra fort pour les empêcher de teinter et se glissa par la porte arrière. L'air nocturne était glacial. La lune était obscurcie par des nuages maintenant, plongeant la ferme dans l'obscurité. Beth n'utilisa pas de lampe de poche. Elle connaissait le chemin vers le hangar à machine par cœur. Elle navigua entre les ornières dans la terre, l'odeur de diesel et de paille humide devenant plus forte à mesure qu'elle approchait de la grange. Elle atteignit la berline couverte par la bâche. Elle n'osa pas utiliser le déverrouillage à distance. Le bip résonnerait à travers la cour. Elle inséra la clé manuellement dans la serrure du coffre et la tourna lentement. Le loquet cliqueta, un son mécanique sec qui la fit sursauter. Elle attendit, scannant les fenêtres de la maison. Aucune lumière ne s'alluma. Elle souleva le couvercle du coffre. À l'intérieur, éclairée par la faible lumière du coffre, se trouvait la mallette en cuir de Michael. Elle n'était pas verrouillée. Il était arrogant, ou peut-être simplement épuisé. Beth l'ouvrit. Les papiers étaient là, une épaisse pile. Elle les sortit, ses mains tremblant dans le froid. Elle utilisa l'écran de son téléphone pour s'éclairer, protégeant l'allure avec son corps. Le premier document était un acte de renonciation. Il détaillait le transfert de la ferme de la famille Dunn, l'intégralité des 120 acres, environ 48 hectares, la maison, et les droits miniers, à une LLC appelée Phoenix Holdings. Beth fronça les sourcils. Phoenix Holdings. Elle tourna la page. Sous l'acte se trouvait un avis de saisie, mais pas pour la ferme, pour leur maison à Columbus. Avis de défaut de paiement. Solde impayé, $640 000. Paiement immédiat requis. Beth eut le souffle coupé. $600 000. Leur hypothèque représentait la moitié de ça. D'où venait cette dette supplémentaire? Elle creusa plus profondément. Il y avait des impressions de mai. Les objets étaient agressifs. Dernier avis. Paiement en retard. Nous savons où vous habitez. Les emails provenaient d'un prêteur privé, des usuriers légaux. Les taux d'intérêt étaient astronomiques. Michael avait emprunté sur la valeur nette de leur maison, maximisant les lignes de crédit, et pariant sur des développements commerciaux à haut risque qui avaient clairement échoué.
Il n'était pas seulement fauché. Il était sous l'eau, en train de se noyer, et enchaîné à une ancre. Mais le document au bas de la pile lui glaça le sang. C'était une police d'assurance vie. Assuré, Richard Dunn. Bénéficiaire, Carol Dunn. Montant de la police, $1 million. La date sur la police remontait à 3 semaines. Beth fixa le papier. La signature en bas était celle de Richard Dunn, mais l'écriture était trop fluide, trop stable. C'était une contrefaçon. Le plan s'assembla dans son esprit avec une clarté terrifiante. Michael forçait Carol à céder la ferme pour couvrir ses dettes immédiates envers les usuriers. Mais la ferme ne valait pas assez pour tout couvrir. Il avait besoin de plus. Il pariait sur la mort de Richard. Il savait que le stress de perdre la ferme, le chaos du déménagement, le traumatisme pur de l'expulsion tuerait probablement un homme dans l'état de Richard. Et quand Richard mourrait, le versement de l'assurance irait à Carol. Et Michael, le beau-fils idéal, manipulerait cet argent pour le lui soutirer aussi. Il ne volait pas seulement leur terre. Il misait sur le meurtre de son père par le stress. Une brindille craqua derrière elle. Beth fit volte-face, laissant tomber les papiers dans le coffre. Elle éteignit la lumière de son téléphone, se plongeant dans la cécité. « Qui est là » chuchota T.L. Silence, juste le vent dans les tiges de maïs. Elle attendit, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Après une minute, un chat de grange se glissa dessous le tracteur, miaulant doucement. Beth laissa échapper un soupir tremblant. Elle attrapa les papiers, tous, et les fourra sous son gros pull en laine. Elle referma le coffre aussi doucement qu'elle le put. Elle ne pouvait pas laisser ça ici. Elle avait besoin de preuves. Elle retourna vers la maison, le plastique froid des dossiers mordant sa peau. Elle n'était plus la fille en visite pour un anniversaire. Elle était un témoin montant un dossier et elle avait jusqu'à midi demain pour arrêter ça. Le samedi matin se leva gris et lourd, le ciel tel une dalle d'ardoise pesant sur les champs. La maison était froide. Michael dormait encore sur le canapé, ou faisait semblant. Son bras était jeté sur ses yeux. Beth était dans la cuisine en train de faire du café. Ses mains étaient stables maintenant. La terreur de la veille s'était calcifiée en une rage froide et dure. Elle entendit le traînement de chaussons. Carol entra, enveloppée dans un peignoir en chenille usée. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Ses yeux étaient bouffis, sa peau cireuse. « Café » demanda Beth en versant une tasse. Carol hocha la tête muettement, prenant la tasse à 2 mains comme pour se réchauffer. « Est-ce que Michael est levé » chuchota T.L., jetant un coup d'œil vers l'encadrement de la porte. « Non » dit Beth. Elle alla fermer la porte de la cuisine, tournant le verrou. Les yeux de Carol s'écarquillèrent. « Beth, qu'est-ce que tu... » « J'ai vu les papiers, maman » dit Beth. Elle ne cria pas. Elle n'accusa pas. Elle l'énonça simplement comme un fait. Carol tressaillit comme si elle avait été giflée. Elle posa le café, le liquide éclaboussant le bord. « Je ne sais pas de quoi tu parles. L'acte de cession, la saisie sur ma maison, la police d'assurance vie sur papa. » Beth s'approcha. « Il a imité la signature de papa sur l'assurance, n'est-ce pas ? Tout comme il veut que tu l'imites sur l'acte aujourd'hui. » Carol s'effondra. Elle s'affaissa sur l'une des chaises de cuisine, enfouissant son visage dans ses mains. Des sanglots secouèrent son petit corps, silencieux et violent. « Je ne savais pas pour l'assurance » pleura Carol. « Je te jure, Beth, je ne savais pas pour ça. »« Mais tu savais pour la ferme » dit Beth, s'agenouillant près d'elle. « Maman, pourquoi ? Pourquoi accepterais-tu ça ? Tu sais que papa préférerait brûler cet endroit jusqu'au sol plutôt que de le vendre pour couvrir les mauvaises dettes de Michael. » Carol leva les yeux, son visage strié de larmes. « Je n'ai pas le choix. »« Bien sûr que tu as le choix. On appelle la police. On prend un avocat. »« Non. » Carol saisit le poignet de Beth. Sa poigne était étonnamment forte. « Tu ne peux pas appeler la police. Tu ne peux pas. »« Pourquoi ? » ?»« À cause du prêt, » chuchota Carol. Beth fronça les sourcils. « Quel prêt ? » « Il y a 6 mois, » balbutia Carol. Michael a appelé. Il pleurait. Il a dit qu'il avait des ennuis avec l'IRS, le fisc.
Il a dit qu'il avait besoin de 50 000 $ juste pour quelques semaines où il irait en prison. Il m'a supplié de ne pas te le dire. Beth se sentit malade. Et tu les lui as donnés. Nous n'avions pas le liquide, dit Carol. Alors il m'a envoyé un document, une ligne de crédit sur le matériel agricole. Il a dit que papa devait le signer. Mais papa passait une mauvaise semaine. Il ne pouvait pas tenir un stylo. Il ne pouvait pas comprendre. Beth ferma les yeux. Elle savait ce qui allait suivre. Michael m'a dit de juste signer le nom de papa, sanglota Carol. Il a dit qu'en tant que mandataire je pouvais le faire, mais que la paperasse nécessitait la signature spécifique de Richard. Il m'a guidé. J'ai pratiqué la signature de Richard jusqu'à ce qu'elle semble correcte. Je l'ai signée, Beth. J'ai commis une fraude. Et Michael a des preuves, dit Beth, sa voix creuse. Carol hocha la tête. Il m'a enregistré. Il a une vidéo sur son téléphone où je suis en train de signer. Il m'a dit hier que si je ne signe pas le transfert de propriété aujourd'hui, il envoie cette vidéo au procureur. Il a dit que j'irais en prison pour fraude bancaire. Il a dit qu'ils emmèneraient papa et le mettraient dans un établissement d'État parce que je serais une criminelle. Beth se leva, faisant les 100 pas dans la petite cuisine. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Michael avait orchestré un crime uniquement pour l'utiliser comme moyen de pression plus tard. Il avait piégé sa mère dans un crime pour pouvoir la forcer à en commettre un plus gros. C'est un monstre, dit doucement Beth. Il est désespéré, dit Carol en s'essuyant les yeux. Il dit que c'est gens à qui il doit de l'argent. Ce ne sont pas des banques, Beth. Il dit qu'ils vont lui faire du mal. Je me fiche qu'ils lui fassent du mal, cracha Beth. Il ne prendra pas cette ferme, et il ne tuera pas papa. Comment pouvons-nous l'arrêter, demanda Carol, la voix tremblante. Si nous disons non, je vais en prison. Pas si on arrange ça, dit Beth. Elle regarda l'horloge. Il était 7h15. Le notaire venait à midi. Où est papa? Dans la chambre. Il est réveillé. Bien, dit Beth. Elle déverrouilla la porte de la cuisine. Va t'asseoir avec lui. Ne laisse pas Michael entrer dans cette chambre. Si Michael demande, dis-lui que je suis allé en ville chercher des beignets. Où vas-tu? Je vais trouver une porte de sortie, dit Beth en saisissant ses clés. Et ensuite, je vais détruire mon mari. Beth n'alla pas immédiatement en ville. Elle alla à la grange. Elle avait besoin de récupérer les papiers physiques dans le coffre de la voiture. Elle avait besoin de la preuve en main avant d'aller voir l'avocat. Elle sortit dans l'air froid du matin. Le givre recouvrait l'herbe. Elle marcha d'un pas vif vers le hangar, son souffle formant des panaches devant elle. Elle contourna le coin de la grange et s'arrêta. La bâche avait disparu. Le coffre de la berline argentée était ouvert. Michael se tenait là. Il tenait la pile de papier. Il leva les yeux, le visage pâle et mal rasé. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air résigné. Je me doutais que c'était toi, dit-il, la voix plate. J'ai vu les empreintes dans le givre ce matin. Beth s'arrêta à 3 mètres de lui. Donne-les-moi, Michael. Je ne peux pas faire ça, Beth. Il jeta les papiers dans la mallette ouverte et claqua le coffre. Il s'appuya contre le pare-choc, croisant les bras. Tu n'aurais pas dû fouiner. Ça n'avait pas besoin de t'impliquer. Ça m'implique quand tu essaies de voler la maison de mes parents et d'assassiner mon père, dit-elle, la voix montant. Assassiner? Michael laissa échapper un rire sec et hystérique. J'essaie de nous sauver. As-tu la moindre idée de la profondeur du trou dans lequel nous sommes? Ce n'est pas juste la maison, Beth. C'est tout. Mes comptes sont gelés. Ils vont venir chercher ton salaire ensuite. Je fais ça pour nous. N'ose même pas. Beth s'avança, sa colère l'emportant sur sa peur. Tu as fait ça. Tu as joué. Tu as menti. Et maintenant tu fais chanter ma mère. Tu menaces de l'envoyer en prison. Elle a enfreint la loi. Cria Michael, se décollant de la voiture. Il réduisit la distance entre eux, la dominant de sa hauteur. Elle a signé cette note. Elle est responsable. Parce que tu l'as piégée. Ça n'a pas d'importance. Hurla Michael. Son contrôle se brisa.
Il tendit la main et lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans son biceps à travers son manteau. Ce n'était pas une frappe, mais c'était une contention, une menace. Écoute-moi bien. Tu vas monter dans ta voiture. Tu vas retourner à Columbus, et tu vas me laisser finir ça parce que si tu ne le fais pas, ces gens, les hommes à qui j'ai emprunté, ils ne font pas de procès, Beth. Ils cassent des choses. Beth regarda sa main sur son bras, puis leva les yeux vers les siens. Elle y vit la terreur. C'était un animal acculé. Lâche-moi, dit-elle, la voix d'un calme glacial. Tu ne comprends pas, plaida-t-il, la secouant légèrement. Si je ne vire pas les fonds avant lundi matin, je suis mort. Littéralement mort. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux être veuve? Je préférerais être veuve plutôt que la femme d'un escroc, dit-elle. Le visage de Michael se tordit. Il la poussa en arrière. Beth trébucha, se rattrapant à un poteau de clôture en bois. Tu te crois si vertueuse, ricana-t-il. Attends que le shérif traîne ta mère dehors menottée. Attends que l'État prenne Richard parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Tu ne les sauves pas, Beth. Tu les enterres. Il se tourna et retourna vers la maison. Midi, Beth, le notaire vient à midi. Si tu tentes quoi que ce soit, j'envoie la vidéo. Ne me teste pas. Beth le regarda partir, frottant son bras endolori. Il avait raison sur une chose. Le chantage était un piège d'acier. Si elle appelait la police, le piège se refermait sur sa mère. Elle avait besoin d'une clé pour le déverrouiller. Elle courut vers sa voiture. Elle n'avait pas les papiers, mais elle avait des photos d'eux sur son téléphone depuis la nuit dernière. Elle démarra en trombord de l'allée, projetant du gravier, se dirigeant vers le seul homme du comté qui pourrait savoir comment démanteler une bombe comme celle-ci. Saul Friedman. Le cabinet d'avocats de Saul Friedman était une maison victorienne convertie sur Main Street, sentant le vieux papier et l'encaustique au citron. Saul avait 70 ans, un visage comme un sac en papier froissé et des yeux à qui rien n'échappait. Il était l'avocat de la famille Dunn depuis 40 ans. Il était assis derrière son bureau massif en chêne, examinant les photos sur le téléphone de Beth. Il n'avait pas parlé depuis 5 minutes. Enfin, il remonta ses lunettes sur son nez et regarda Beth. C'est un gâchis, grogna Saul. Un véritable gâchis catastrophique. Peut-on l'arrêter, demanda Beth, se penchant en avant. Peut-on obtenir une injonction? Sur quel motif, demanda Saul. Si nous alléguons la fraude, nous devons prouver la contrefaçon sous-jacente. Si nous prouvons la contrefaçon, ta mère avoue un crime. La fraude bancaire qu'elle a commise il y a 6 mois entraîne une peine minimale obligatoire. Beth, même si je lui obtiens une négociation de peine, elle aura un casier. Elle perdra sa capacité à servir de tutrice à ton père. Beth s'affaissa dans le fauteuil. Donc, il gagne. Nous devons juste le laisser voler la ferme. Je n'ai pas dit ça. Saul tapota le bureau. J'ai dit que c'est un gâchis, mais le gâchis, c'est là où je vis. Il sortit un épais dossier de son armoire, le trust familial original des Dunn. Tes parents ont mis la ferme dans une fiducie révocable il y a 10 ans, dit Saul en tournant les pages. C'est moi qui l'ai rédigé. L'acte n'est pas directement au nom de Richard et Carol. Il est au nom du trust. Est-ce que ça aide? Oui, dit Saul. Le trust stipule que pour vendre tout bien immobilier, les 2 administrateurs doivent signer, Richard et Carol. Mais Michael le sait, dit Beth. C'est pour ça qu'il force papa à signer aujourd'hui. Il va guider sa main. Voici le hic, dit Saul, pointant un paragraphe. Pour qu'une signature soit valide, le signataire doit avoir sa capacité. Il doit comprendre la nature du document. Si un notaire soupçonne que le signataire est incapable ou sous la contrainte, il est légalement tenu de refuser le tampon. Michael a engagé un notaire véreux, dit Beth. Il s'en fichera. Il s'en souciera s'il connaît les conséquences, dit Saul. Il se pencha en avant. Mais nous avons une arme plus grosse. Le trust a une clause de révocation d'administrateur. Si Richard est jugé incompétent, il peut être retiré en tant qu'administrateur et tu deviens l'administratrice successeur. Ça prend du temps, dit Beth. Nous avons 2 heures. Nous n'avons pas besoin de le faire formellement, dit Saul. Nous avons juste besoin de prouver qu'il est incompétent pour signer maintenant. Saul marqua une pause, une lueur dans l'œil.
Nous prouvons qu'il est compétent et qu'il dit non. Il ne peut pas parler, Saul. Il a une aphasie. L'aphasie n'est pas de l'incompétence, corrigea Saul. C'est une perte de sortie, pas d'entrée. Est-ce qu'il comprend? Oui, totalement. Alors nous avons une chance. Saul se leva. Je ne peux pas venir avec toi. Si j'y vais, cela ressemblera à une négociation juridique et Michael pourrait paniquer et envoyer cette vidéo. Tu dois faire ça. Tu dois retourner là-bas et rendre impossible pour ce notaire de tamponner ce papier. Comment? En créant une scène si grosse, si indéniable, que si le notaire continue, il devient complice d'abus sur personne âgée, dit sombrement Saul. Tu dois tout faire exploser, Beth. Tu dois être prête à briser la paix pour gagner la guerre. Beth se leva. Je peux faire ça. Encore une chose, dit Saul doucement. Si ça tourne mal et que Michael envoie cette vidéo, je peux défendre ta mère, mais je ne peux pas sauver la ferme si elle est déjà vendue. Arrête la signature. C'est la seule chose qui compte. Beth hocha la tête et courut vers la porte. Il était 12h15 quand le SUV de Beth dérapa pour s'arrêter dans la cour de la ferme. Une autre voiture était déjà là, une Honda Civic rouillée, le notaire. Elle ne prit pas la peine de fermer sa portière. Elle monta les marches du Porsche en courant, ses bottes résonnant comme des battements de cœur. Elle ouvrit la porte d'entrée à la volée. Le salon avait été réorganisé. Le fauteuil roulant de Richard était positionné à la table basse. Le notaire, un homme chauve et transpirant dans un costume bon marché, était assis en face de lui. Des papiers étaient étalés. Michael se tenait derrière Richard, sa main fermement serrée sur l'épaule droite de Richard. Carole se tenait dans le coin, sanglotant silencieusement dans un torchon à vaisselle. « Relâche juste la main, Dick, » disait Michael, la voix tendue. Il forçait un stylo dans les doigts paralysés de Richard. « Le notaire ici a juste besoin de te voir faire la marque. »« Arrêtez !» hurla Beth. La pièce se figea. Le notaire sursauta, faisant tomber son tampon sur le sol. « Beth, sors !» rugit Michael en se retournant. Ses yeux étaient fous. « Je t'ai dit ce qui arriverait. »« Je m'en fiche. » Beth marcha vers le centre de la pièce. Elle pointa le doigt vers le notaire. « Mon père est victime d'un AVC avec aphasie. Il ne consent pas à cette vente. Si vous tamponnez ce papier, je ferai révoquer votre licence et vous ferai inculper pour complicité d'extorsion. » Le notaire regarda Michael, terrifié. « Vous aviez dit qu'il était d'accord. »« Il l'est. » hurla Michael. « Il est juste lent. Ignorez-la. Elle est hystérique. » Il se retourna vers Richard. « Signe, Richard. Fais-le pour Carole. Tu veux qu'elle aille en prison? Tu veux ça? » Il enfonça le stylo dans la main de Richard, serrant les doigts paralysés autour, forçant la pointe sur le papier. « Non. » Gémit Carole depuis le coin, laissant tomber le torchon. « Ne lui fais pas mal. » Beth s'élança. « Enlève tes mains de lui. » Elle attrapa l'épaule de Michael et tira. Michael trébucha en arrière, lâchant Richard. Espèce de stupide. Michael leva la main pour la frapper, mais il ne balança jamais son cou. Un son vint du fauteuil roulant. Un rugissement bas et guttural. Richard bougeait. Avec une force qui n'aurait pas dû être possible, il abattit sa bonne main gauche sur la table. Il regarda directement Michael, le visage violet par l'effort, les veines de son cou saillantes. Non. Beugla Richard. Le mot était déformé, humide, mais indéniable. D'un balayage de son bras gauche, Richard envoya valser les papiers, le tampon encreur et les tasses de café sur le sol. Il a dit non, bégaya le notaire, se précipitant pour rassembler son sac. Je pars. Je ne fais pas ça. Vous n'allez nulle part. Michael attrapa la veste du notaire. Puis, Richard haleta. C'était un bruit de succion horrible. Le bras gauche de Richard, le bon, se raidit soudainement. Ses yeux se révulsèrent. Il s'affaissa vers l'avant hors du fauteuil roulant, heurtant le sol avec un bruit sourd écœurant. « Papa !» hurla Beth. Elle tomba à genoux près de lui. Sa respiration était faite de halètements rauques et humides. Sa peau devenait grise. « C'est un autre AVC !» hurla Carole,
tombant près de lui. Appelle le 911, Michael. Appelle le 911. Le notaire s'enfuit par la porte d'entrée, les pneus crissant quelques secondes plus tard. Beth leva les yeux vers Michael. Appelle-les. Aide-nous. Michael se tenait au-dessus d'eux, fixant l'homme mourant sur le sol. Il regarda les papiers éparpillés. Il regarda Beth. La panique, brute et laide, envahit son visage. Il réalisa que le notaire était parti. L'affaire était morte. Les usuriers arrivaient lundi. Et maintenant, il y avait un corps sur le sol. Je ne peux pas être là, chuchota Michael. Quoi? Beth le fixa, ses mains pressant la poitrine de son père. Je ne peux pas être là quand les flics arriveront. J'ai des mandats d'arrêt, balbutia Michael. Il recula. Mon père est en train de mourir. Hurla Beth. Aide-moi. Michael se retourna et courut. Il attrapa ses clés dans le bol et sprinta hors de la porte. Michael. Beth hurla son nom, une malédiction qui lui déchira la gorge. La porte d'entrée claqua. Un moteur rugit. Des pneus patinèrent sur le gravier. Beth sortit son téléphone de sa poche avec des mains sanglantes et tremblantes et composa le 911. 911, quelle est votre urgence? Mon père, sanglota Beth, vérifiant le pouls de Richard. Il était filant, s'estompant. AVC. AVC massif. Et mon mari vient de s'enfuir. La salle d'attente de l'hôpital général du comté était peinte d'un jaune joyeux qui ressemblait à une insulte. Il était 16 heures. Beth était assise sur une chaise en plastique, fixant les marques d'éraflure sur le linoléum. Carol était assise à côté d'elle, fixant le néant. Un médecin en tenue bleue poussa les doubles portes. Il avait l'air fatigué. Madame Dunn, Beth. Elles se levèrent. Il a survécu, dit doucement le médecin. Carol laissa échapper un sanglot de soulagement, s'effondrant contre Beth. Mais le médecin continua, la voix grave. Les dégâts sont étendus. Le second AVC a touché le tronc cérébral. Il est enfermé à l'intérieur. Il peut ouvrir les yeux, mais il ne peut ni bouger ni parler. Il aura besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie. Je suis vraiment désolé. Carol enfouit son visage dans l'épaule de Beth. La ferme était sauvée, mais Richard était parti, piégé dans un cadavre vivant. Un lourd silence s'installa sur elle. Puis les portes automatiques de l'entrée de l'hôpital s'ouvrirent. 2 officiers de police entrèrent. L'un était le shérif local, un homme que Beth connaissait depuis le lycée. Il retira son chapeau. Beth, dit le shérif calmement. On l'a trouvé. Beth devint froide. Michael. Il roulait à environ 140 km/h sur la route départementale 9 près du pont, dit le shérif. Il a raté le virage, a fait des tonneaux dans le lit du ruisseau. Est-ce qu'il est? Il est vivant, dit le shérif. Jambes cassées, poumons perforés, commotion cérébrale. On l'a sorti, mais on a aussi trouvé la mallette dans la voiture. Le shérif regarda Carol. Nous avons trouvé la police d'assurance falsifiée, Madame Dunn, et nous avons trouvé la vidéo sur son téléphone. Il délirait quand on l'a sorti. Il n'arrêtait pas de parler des usuriers. Il a tout avoué, l'extorsion, la fraude. Le shérif marqua une pause, se déplaçant inconfortablement. Mais le procureur a vu la vidéo, Carol. Celle où vous signez l'emprunt bancaire? Carol hocha la tête lentement. Elle savait. Je dois vous emmener pour la procédure, Carol, dit le shérif doucement. Je suis désolé. C'est obligatoire pour la fraude bancaire. Je comprends, dit Carol. Elle redressa son dos, s'écartant de Beth. Elle semblait petite, mais étrangement digne. Laissez-moi dire au revoir à Richard d'abord. D'accord, dit le shérif. 5 minutes. 2 mois plus tard, la neige d'hiver avait recouvert la ferme d'une couverture blanche, cachant les ornières et les cicatrices de la récolte. Beth se tenait sur le porche avant, enveloppée dans un lourd manteau de laine. La maison était calme. À l'intérieur, dans le salon qui avait été converti en salle médicale, le whooshis rythmé d'un respirateur était le seul son. Richard était allongé dans un lit d'hôpital, fixant le plafond. Il était à la maison, mais il n'était pas là.
Carole était dans la cuisine en train de préparer la formule pour la sonde d'alimentation. Elle portait un bracelet électronique à la cheville. Sa négociation de peine avait été clémente, 2 ans de probation et une peine avec sursis. Mais le casier judiciaire signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais être légalement administratrice. Le contrôle de la ferme et la dette écrasante des soins médicaux de Richard reposaient désormais entièrement sur les épaules de Beth. Beth regarda l'allée. Michael était au pénitencier d'État en attente de son procès. Il risquait 10 ans. Les papiers du divorce étaient posés sur la table de la cuisine, signés par elle, attendant d'être postés. Elle avait sauvé la ferme. La terre était toujours la leur. Le sol était toujours le sol d'Eden. Mais alors qu'elle regardait l'horizon vide, Beth sentit la douleur sourde et creuse dans sa poitrine. Elle avait gagné la guerre, tout comme Saul l'avait dit, mais le coup était une dévastation totale. Elle prit une gorgée de son café, regardant le soleil se coucher sur les champs gelés. C'était beau, et c'était incroyablement, terriblement solitaire. Joyeux anniversaire, maman, chuchota-t-elle au vent. Elle se tourna et rentra à l'intérieur, fermant la porte contre le froid.